Bienvenue à ce huitième épisode de Passion MLB, le podcast. Charles-Alexis Brisebois et Sébastien Berroir qui sont là encore une fois cette semaine. Sébastien, comment ça va? Ça va bien. En tout cas, ça va mieux que si les Yankees s'étaient fait balayer par les Jays. Fait que c'est correct. Je l'attendais, celle-là. Édition un peu spéciale cette semaine, Sébastien, du podcast, parce que ceux qui nous écoutent présentement en live sur Facebook, sur X et sur YouTube, ben vous êtes plus live que nous, parce que la première partie du podcast est préenregistrée. Ce soir, je suis pas disponible là, pour faire le podcast en live parce que il y a la première du film des Expos là, qui a lieu au cinéma Goudzo qui concordait pas évidemment avec les heures de l'enregistrement de notre podcast. Donc, on a une première partie qui est préenregistrée comme ça. Vous pouvez quand même poser vos questions dans les commentaires si vous en avez maintenant, mais attendez-vous pas à ce qu'on les lance là, directement en ondes parce que, comme je vous l'ai dit, là, présentement, au moment où on enregistre, on est jeudi après-midi. Mais une fois qu'on aura notre intro et notre blog sur les Blue Jays de fait, Sébastien sera rejoint par Pascal Harvey en live cette fois pour continuer le show avec vous autres ailleurs dans la MLB et la période de questions. Donc, n'hésitez pas quand même à poser vos questions à Sébastien et à Pascal qui seront là en deuxième moitié d'enregistrement. Mais pour l'instant, on est là, Sébastien. On va parler un petit peu. Puis justement, parlons-en un petit peu là, de la projection là, du film des Expos, là, la première qui va avoir lieu le jeudi soir comme ça, le 18 avril à Montréal. Comment tu vois ça, toi, ce film-là? Est-ce que ça. Je ne sais pas si tu vas finir par aller le voir un jour, là, probablement, mais Ouais. j'imagine, j'ai posé la question puis je me suis dit, bon, d'après moi, il va finir par Ça trouver serait une pas façon tout d'aller le seul. voir. Y a-tu des cinémas à Québec? Oui, oui, on est assez avancé pour ça, là, oui. Ça fait pas si longtemps, là, mais on en a, oui. Y a-tu du popcorn dans vos cinémas? Oui, oui, du popcorn à 9 piastres, là, ouais, on a ça. OK, bon, ben vous êtes à la même place. Bref, ma question, c'était, comment tu vois ça, toi? Est-ce que d'aller voir un film sur les expos, ça te rappelle plus de mauvais souvenirs ou au contraire, ça te ramène dans une nostalgie qui est plus agréable, plus le fun, puis qui te rappelle? Peu importe, aller voir un film de baseball, c'est toujours plaisant, puis ça ramène tout le temps des souvenirs, peu importe le film. Donc, c'est sûr que ça va être très plaisant à aller voir. Au travers, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des souvenirs un peu plus mauvais qui vont remonter à la surface, mais tu sais, ça fait partie de l'histoire des expos, donc il faut en parler. Mais on va se rappeler également des très bons souvenirs qu'on a pu vivre à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est sûr que ça tourne un petit peu le couteau dans la plaie, mais c'est quand même, c'était des beaux moments à ce moment-là, donc ça va être des beaux moments de les revivre. Moi, j'ai l'impression, là, j'ai vu le preview là, qui avait été diffusé là, il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. On avait vu une image qui avait été marquante, celle d'un potentiel stade qui aurait pu être construit à ciel ouvert. Moi, j'ai l'impression que tu sais, de revoir les vieilles images des expos, je les ai pas excessivement connues. Là. J'avais 8 ans quand ils sont partis. J'en ai quand même beaucoup entendu parler. J'ai l'impression que de revoir ces vieilles images-là, ça va, mais de voir ce que ça aurait pu être, d'être dans le concret, de dire, hey, aujourd'hui, en 2024, là, on pourrait avoir ça, là, un stade qui a l'air quasiment aussi beau là, que celui des Pirates de Pittsburgh ou des Giants de San Francisco, ou nomme-moi le stade préféré de ton choix. J'ai l'impression que ça, peut-être que justement, tu parlais de couteau, de tourner le fer dans le plaie, ça, peut-être que ça pourrait avoir cet effet-là. Ben, c'est sûr, de voir ce qu'on a manqué, de voir ce qu'on pourrait avoir présentement, c'est ça qui fait mal. Puis aussi, on en avait parlé dans un des premiers épisodes, mais de voir le manque de vision que les dirigeants ont eu, ce que ça pourrait donner aujourd'hui d'avoir un club qui vaut des milliards de dollars, mais qu'on n'a pas. C'est ça qui fait mal aussi, mais c'est la vie, là, on ne peut pas rien changer au passé, puis on regarde vers l'avenir, puis ça risque d'être difficile à ce niveau-là, mais on garde toujours espoir. On y reviendra la semaine prochaine là, sur ce que ça a donné puis les impressions du film ou quoi que ce soit. S'il y en a aussi la semaine prochaine qui auront vu le film à ce moment-là, n'hésitez pas à venir nous en parler. Drôle de période quand même, Sébastien, on dirait, j'ai l'impression, là, pour les équipes de sport en général. Là, dans les dernières semaines, on a appris que les Aces quittaient officiellement Oakland. Là, ces jours-ci, on a les Coyotes de l'Arizona qui s'en vont vers Salt Lake City. C'est tous des événements qui rappellent un peu à Montréal et à Québec, là, autant pour les Expos, pour les Nordiques, de se dire c'est tough quand même perdre une équipe. Ouais, puis c'est, tu sais, lors du dernier match, c'est vraiment des moments qui sont très difficiles à vivre pour les fans qui sont encore là. Tu sais, oui, pour les Aces, pour les Coyotes, il n'en restait pas tant que ça, mais ces Mhm. fans-là ont resté fidèles jusqu'à la fin. Ben Donc, oui. c'est difficile de voir leur équipe partir de cette façon-là. Les employés, les descripteurs, analystes, ça touche beaucoup de monde, puis c'est des moments qui sont tristes à vivre.
mais qui, selon les circonstances, n'ont pas vraiment le choix de survenir. Absolument. Ça fait partie là, justement du monde du sport. Ces fans-là qui soit abandonneront le sport ou se tourneront vers d'autres équipes. Là, on verra là, ce que ça va donner. On verra aussi là, comment les Aces, si on revient plus au niveau baseball, là, dans les prochains mois, vont se débrouiller. Ils n'ont pas un vilain début de saison pour l'instant, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir le plus difficile. Sébastien, allons-y directement avec le bloc sur l'actualité des Blue Jays de Toronto. Cette semaine, chez les Blue Jays de Toronto, ça s'est pas super bien passé. C'est pas un grand début de saison, là, on va se le dire, là, quand tu regardes le classement en date de jeudi. Les Blue Jays qui sont au dernier rang de cette section-là. Au moment où on se parle, les Red Sox et les Rays sont en train de jouer, donc peut-être qu'un des deux glissera. Mais les Blue Jays qui sont quand même assurément derrière les Orioles de Baltimore, qui sont aussi derrière les Yankees de New York. Juste à 3 matchs quand même, ce qui est pas si catastrophique compte tenu du fait que les Yankees étaient peut-être l'équipe la plus haute des majeures en début d'année, puis que les Yankees, les Blue Jays, c'était une des pires. On regarde ça à 3 matchs. C'est sûr que le fait de gagner la série contre les Yankees a aidé à creuser l'écart un petit peu. Ceci étant dit, s'il y avait eu un balayage, ce qui aurait été possible, Sébastien, avec la façon dont le match de mercredi a fini, s'il y avait eu balayage, on parlerait simplement d'un match d'écart, ce serait une histoire complètement différente. Mais c'est ça le baseball, il n'y en a pas eu. Les Blue Jays ont été incapables de gagner ce match-là. Et revenons-y un peu, parce que je sais que c'est un sujet qui a fait quand même jaser là, dans le monde du baseball. La 9e manche du match de mercredi. Ramène-nous un peu le rendu là. C'est 4-2 pour les Blue Jays qui envoient Eric Swanson sur le monticule et ça a juste dérapé après. Oui, exactement. On envoie Swanson qui, je pense que tu vas être d'accord, était, pour moi, il y en a beaucoup qui vont dire que ce n'était pas la bonne décision de l'amener dans cette circonstance-là. Mais avec les lanceurs que John Schneider avait sous la main, qui étaient disponibles, on en avait utilisé beaucoup la veille. On avait un Jordan Romano qu'on ne voulait pas utiliser un deuxième soir de suite. Lui aussi revient d'une blessure. Donc, je pense que si Swanson est prêt à revenir au jeu, il est prêt à revenir dans une situation où il est habitué. Donc, en 8e, en 9e manche, quand Romano n'est pas là. Donc, on l'a placé là. Par contre, ça ne s'est pas bien passé. On a eu une longue balle de Giancarlo Stanton qui était très, très loin au 2e deck. Par la suite, ça s'est poursuivi, donné des coups sûrs. Mais la décision de John Schneider avec 2 coureurs sur les sentiers et le capitaine des Yankees, Aaron Judge, qui se présente au marbre, après, c'était Tim Mesa qui était sur la butte après Eric Swanson. Tim Mesa avait affronté ses 3 frappeurs. Et là, John Schneider garde son gaucher pour affronter Aaron Judge. Ça me dépasse. Oui, dans la clos de relève, on n'avait pas beaucoup de soutien, mais tu ne peux pas garder un gaucher contre Aaron Judge qui ne frappe pas cette année jusqu'à maintenant, mais ça reste Aaron Judge, un des meilleurs frappeurs du baseball majeur. Si tu gardes un gaucher, il va te faire mal dans un moment aussi crucial du match. Donc, ça a été la décision qui, pour moi, a fait très mal aux Blue Jays et finalement, n'ont pas été capables de balayer la série. Bowden Francis, qui est peut-être pas l'option la plus sexy, mais qui est quand même un lanceur droitier. Là, je veux dire, dans une ère, surtout une équipe comme les Blue Jays qui ont l'air de beaucoup trop peut-être se baser sur les données analytiques, mais ça en est une de base. Là. Si tu as Aaron Judge qui est là, essaye, si tu peux, là, essaye d'amener un lanceur droitier. Là, à moins que tu ailles un grand closer gaucher, tu sais, je te dis pas un Haroldis Chapman dans son prime ou quelque chose comme ça, c'est une décision qui se défend. Je n'ai rien contre Tim Mesa, mais Tim Mesa n'a rien du Haroldis Chapman qui s'est mérité un contrat de 84 millions de dollars chez les Yankees. Je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus. Tu décides de le garder, même si affronté son nombre de frappeurs, qui n'a pas été le plus efficace, avait rempli les buts avec l'aide de Swanson, mais quand même, elle n'avait pas réussi à se tirer d'affaire. Et elle n'avait même pas réussi, malgré, on va dire comme ça, entre guillemets, l'aide de l'arbitre, parce que l'arbitre derrière le marbre, là, durant le match de mercredi, là, l'arbitrage en général, tu me diras peut-être que depuis le début de la saison, ce n'est pas exactement à point, mais mercredi, il y avait des clients insatisfaits des deux côtés. Là. Oui, des deux côtés. Même John Schneider a été expulsé de la rencontre. Donc, tu sais, les appels allaient des deux côtés. L'arbitre était seulement soit dans un mauvais match ou était juste incompétent, si on peut le dire. Donc, on avait. Mesa avait eu l'aide de l'officiel avec
une balle complètement à l'extérieur de la zone des prises. Puis c'est quand même rare qu'Aaron Judge va s'adresser à l'officiel, va manifester son mécontentement, mais là, c'était tellement évident qu'il n'a pas eu le choix de le faire. Mais malgré tout ça, Mesa n'a pas été capable de livrer la marchandise. Puis on dirait que c'est un peu le jour de la marmotte parce que la semaine passée, au podcast, la veille, c'était Tim Mesa qui l'avait échappé contre les Mariners en manche supplémentaire. Donc, c'est pas comme si Mesa allait bien cette année puis que tu veux le garder là, le lanceur est hot, tu sais qu'il va faire le travail. Non, ça va pas bien cette année pour Mesa. On l'a vu encore dans cette rencontre-là, mais pourtant, Schneider et probablement le département de l'analytique a pris cette décision-là et là, on en subit les conséquences. Sébastien, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais moi, j'ai des pouvoirs télépathiques dans la vie. Je suis capable de prédire les gens. Donc, moi, je prédis que même si on n'est pas en live en ce moment, parce que je me rappelle de ceux qui nous écoutent, la première partie du podcast n'est pas en live. La deuxième, quand je ne serai pas là parce que je ne suis pas disponible jeudi soir, la deuxième avec Pascal Harvey sera en live. Vous pourrez poser vos questions. Mais je prédis qu'il y a quand même des commentaires présentement dans le live qui concernent Vladimir Guerrero Jr. et sa coupe au premier but après que John Schneider ait invoqué tous les saints du ciel et expliqué à l'arbitre à quel point sa zone de prise était élastique, on va le dire dans ces Guerrero est au bâton, frappe une balle que Anthony Volpe, qui est un très bon joueur défensif, mais quand même, récupère loin à l'entrechamp, a besoin de glisser, récupère, se relève, lance au premier, et le relais est même pas proche. Guerrero est comme 2 pas derrière le joueur de premier but. Guerrero Junior, qui est pas un marchand de vitesse, c'est pas Eli de la Cruz, c'est pas un gars comme ça, mais c'est un gars qui est capable quand même de courir de façon adéquate. Il l'a clairement pas fait lors du match de mercredi soir. Ça a mis fin à la partie comme ça. Évidemment, pas le seul responsable des déboires des Blue Jays de Toronto. Mais là-dessus, j'ai envie de te dire, hey, mon homme, cours. C'est ta job de le faire. Là. Il n'a pas couru du tout là-dessus. Le Volpe a réalisé un super beau jeu. On n'y enlève pas, mais il n'aurait pas dû réussir ce retrait-là normalement. Là. C'est impossible. Non, exactement. Je me demande si Vladimir a assumé que Volpe allait faire le jeu ou il a assumé que la balle allait traverser, se rendre au champ extérieur. Je ne comprends pas comment tu peux ne pas rendre ce jeu-là serré au premier coussin. Tu l'as mentionné, c'est un très beau jeu de Volpe. J'ai l'impression que Volpe allait pour couper la balle et non pas faire le jeu à la base au premier coussin. Tout ce qu'il voulait, c'est que ça ne perce pas l'avant-champ. Mais là, fait le jeu, se retourne, lance au premier but. Un relais avec un courbon. Anthony Rizzo capte la balle, aurait pu l'échapper, la reprendre et Vladimir aurait été retiré quand même. Donc, c'est un peu inacceptable la part d'un joueur de la trempe de Vladimir, un leader dans cette équipe-là. Est-ce que ça en est vraiment un? On en doute. Mais tu dois, tu es un professionnel, tu dois courir toutes les balles, jouer tous les jeux. Et Vladimir ne le fait pas malheureusement. Puis ça s'ajoute à son dossier qui est déjà quand même assez épais de choses que Vladimir ne fait pas ou vous fait à des mauvais moments. Les insuccès des Blue Jays, ça a quand même bien été dans la dernière semaine. Mais jusqu'à maintenant, cette saison, les insuccès partent des leaders qui ne font pas le travail et Vladimir en fait partie. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ce club-là parce que si tu regardes sur le monticule, ça s'est replacé un peu. C'est vraiment pas toujours parfait, évidemment. Là, il y a quand même eu une grosse défaite le vendredi là, de 12-4 là, contre les Rockies du Colorado la semaine dernière. Ceci étant dit, c'est pas nécessairement les lanceurs qu'on blâme en premier, c'est les frappeurs. Et dans cette catégorie-là, j'ai envie d'intituler ça, Sébastien, Justin Turner et les autres. Oui. Parce que tu as Justin Turner qui frappe bien. Tu en as d'autres qui. Tu sais, on se parlait tantôt de Kevin Biggio qui fait pas mal. David Schneider qui a certains gros moments ici et là, mais même à ça, c'est pas le frappeur le plus constant. Mais c'est vraiment Justin Turner qui tire cette équipe-là. Tu peux pas t'appuyer simplement sur un joueur de 39 ans, aussi bon soit-il, aussi expérimenté soit-il, aussi bon leader soit-il. Tu peux pas juste te dire, ah ben Turner va nous amener à la victoire, puis une fois de temps en temps, Dalton Varsho va nous sortir des performances de 2 circuits. Ça marche pas de même, là. T'es supposé, chacun est supposé avoir sa job dans le monde du baseball. On sait comment ça fonctionne, puis présentement, on le voit pas pantoute de la part de gars qui sont capables de le faire. Springer, Bichette, Guerrero, c'est supposé frapper mieux que ça. Oui, c'est supposé, puis on ne le fait pas. Puis c'est dur de blâmer le bas de l'alignement. Oui, on ne fera pas comme on voudrait, mais on s'attend à ce qu'un bas de l'alignement, c'est nos meilleurs joueurs en défensive, ce n'est pas nécessairement nos meilleurs frappeurs. Donc,
ils font peut-être pas le travail qu'ils devraient faire, mais c'est pas eux qui sont à blâmer, c'est les leaders, c'est les premiers frappeurs de l'alignement, à l'exception, bien sûr, de Justin Turner. Va falloir que ça change parce que tu parlais de lanceurs tantôt, la rotation, ça va quand même assez bien. Eux non plus, on peut pas les blâmer. C'est un peu plus difficile en relève. On commence à voir avec les blessures qu'on a eues. Là, ils sont de retour, mais on a commencé à surtaxer cet enclos de relève-là, puis là, on en paie le prix. Mais là, il faut que l'attaque fasse le travail parce que oui, on a quand même eu un beau séjour à domicile. Je pense qu'on a fini avec 6 victoires, 3 défaites. Mais dans ces victoires-là, ce n'est pas l'attaque qui a transporté l'équipe, c'est la rotation partante, entre autres avec Kikuchi qui a offert de très belles performances. Donc, si ça se poursuit, la rotation ne pourra pas tenir le coup toute la saison comme ça. On s'attend probablement à ce qu'il y ait des blessures. On sait que les lanceurs cette saison, partout dans le baseball majeur, se blessent. Donc, c'est l'attaque qu'il faut qu'ils prennent cette équipe-là en main. Et là, on ne le fait pas. Puis, on doute que ça va arriver parce qu'on ne voit pas la. Tu sais, des fois, on voit que les frappeurs ont de bons élans, que ça s'en vient. On frappe la balle avec autorité, mais elle ne tombe pas en lieu sûr. Mais là, on ne voit pas ça avec les Jays. Non, pas du tout. Pas du tout. Puis, ce qui est intéressant des Blue Jays, c'est que c'est une équipe en plus qui a eu les moyens d'envoyer son seul lanceur qui avait une bonne moyenne de points mérités de 0 dans les mineurs, avec Nate Pearson. L'équipe, évidemment, à raison des blessés, on l'a libéré parce qu'on n'a pas vraiment, pas libéré, en fait, excuse-moi. On l'a envoyé dans les mineurs parce qu'on n'avait pas vraiment d'autre solution à défaut de libérer quelqu'un d'autre. Il y a Mitch White qui a été désigné pour assignation. Mais, tu sais, c'est quand même un lanceur comme ça qui faisait un bon boulot que tu as envoyé dans les mineurs. En fait, ton seul autre lanceur, là, je regarde la fiche des Blue Jays présentement, qui a une moyenne de 0, c'est Isaiah Kiner-Falefa, que tu as bien pu lancer là, à certains moments l'an passé du côté de New York. Hey Sébastien, moi j'en ai une solution. Tu libères un lanceur quelque part, tu amènes Isaiah Kiner-Falefa dans l'enclos de relève parce que c'est un lanceur parfait, il a une moyenne de 0. Puis avec le spot, tu amènes Orelvis Martinez en défensive à la place. Et voilà, c'est réglé. Qui dit non? Qui dit non? Tu vas-tu appeler à Toronto tantôt? J'ai Juste pour déjà ça. appelé. Parfait. Ils t'ont répondu quoi? Ils m'ont dit que mon appel était très important. OK, c'est excellent. Non, mais on n'a pas vraiment de solution présentement. Tu sais, même si on amène un Orelvis Martinez, je ne pense pas que c'est lui qui va créer cette étincelle-là. Il va bien dans les mineurs présentement. Alors, est-ce que tu veux un peu briser cette séquence-là, le sortir de sa bonne séquence, l'amener dans un environnement un peu difficile où il doit performer dès maintenant? Je ne pense pas que ce soit la solution. Puis on n'en a pas vraiment d'autres à l'intérieur de ce club-là. C'est certainement pas Daniel Vogelbach qui va traîner cette équipe-là, surtout pas contre les lanceurs gauchers. Donc, c'est les leaders. C'est à eux que ça appartient de renverser la vapeur puis d'amener ce club-là à un autre niveau. Parce qu'à moins d'une transaction, mais ça ne sera pas tout de suite. Ça va être plus tard dans la saison. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions à court terme. Moi, j'en ai deux, tu me diras à quel point ils sont réalistes. Là. Comme l'autre que tu viens La de première, mentionner ou? c'est le même niveau de réalisme. OK, La parfait. première, c'est d'annuler la transaction Santiago Espinal puis de lui dire il faut que tu joues comme en 2022, en première moitié de saison, où est-ce qu'il avait été au match des étoiles. Ça, c'est la première solution. Ou la deuxième, c'est de donner un élixir de guérison à Joey Votto puis lui dire ben écoute, tu as été la signature parfaite de la saison morte, tout le monde a aimé ça. On sait que tu es blessé en ce moment puis que tu as un contrat des mineurs, mais viens-t'en, mon homme. En ce moment, c'est quasiment les deux solutions les plus efficaces. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans ton verre d'eau. Parce que euh, non, mais ça fait juste dénoter qu'il n'y en a pas de solution. Non, c'est ça, exact. Tu t'en sors un peu des farfelus, mais Ouais, ouais. la C'est parce finalité de que tout ça, c'est qu'il n'y en a pas. C'est parce qu'on sait que la vraie solution, là, la vraie de vraie, là, on niaise un peu, là. La vraie solution, c'est que Guerrero Junior se mette à frapper, que Beau Bichette se mette à frapper, que Springer se mette à frapper. Mais on dirait que tout est plus simple que ça parce que George Springer a connu une mauvaise saison la saison dernière. Beau Bichette, depuis qu'il s'est blessé en deuxième moitié de saison, a eu de la difficulté à reprendre son rythme. Guerrero n'a pas connu une saison à la hauteur des attentes. C'est autour de ces gars-là que tu dois te baser. Puis présentement, Sébastien, on a énormément de difficultés à le faire. J'ai hâte de voir si ça va se faire éventuellement dans les prochaines semaines. Là, il y a un voyage en Californie qui s'en vient. Un court voyage en Californie, là, les Padres qui sont au menu au cours de la fin de semaine. Par la suite, quatre matchs, oui, du côté des Royals de Kansas City avant de revenir à la maison contre les Dodgers. Le retour de l'enfant prodige, Shohei Ohtani. Ah non, c'est vrai, il n'a pas signé à Toronto. Lui aussi, ça aurait été une bonne solution, finalement. Là, il va vraiment être dans un avion qui s'en va à Toronto.
C'est vrai, c'est vrai. Je cherchais une niaiserie à dire, mais j'ai rien à rajouter. C'est vrai, il va bel et bien dans un avion. Je pense que John Morossi va s'en faire parler un petit peu là, à ce Oui, je moment-là. présume, oui. Sébastien, ça met fin à notre bloc sur les Blue Jays. Pour ceux qui ont manqué le début de l'épisode, on n'était pas en live pour le moment, c'était préenregistré. Mais à partir des prochaines secondes, je vais magiquement disparaître. On parlait de magie tantôt. Et c'est Pascal Harvey, sûrement au grand plaisir de Sébastien, là, une substitution de Charles-Alexis contre Pascal. Je pense qu'il va aimer ça. Pascal qui va venir frapper en relève là, pour le reste du podcast. Ce sera en live, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Sébastien et à Pascal à ce niveau-là. Donc, je vous dis à la semaine prochaine à tout le monde, mais pour les autres, je vous laisse au bon soin de Sébastien pour ce qui se passe ailleurs dans la MLB. N'ajustez pas votre appareil, vous êtes toujours dans l'épisode 8 du podcast de Passion MLB. Et tel que promis, Charles-Alexis a disparu comme par magie et il fait place à Pascal Harvey. Donc, Pascal, comment ça va? Tadam! Oui, Ça va super bien, Sébastien. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Puis ça me fait plaisir d'être en remplacement de Charles-Alexis. Puis là, je comprends que c'est le moment de faire des propositions farfelues, là. oui, c'est ça. Charles-Alexis a lancé le bal, donc on peut continuer dans cette veine-là, mais j'ai beaucoup plus confiance en toi qu'en Charles, ça devrait bien se passer. Je vais Euh, m'appliquer. oui, c'est bon. Avant qu'on aille dans notre bloc sur l'actualité du baseball majeur, on a un commentaire qui fait un lien justement avec l'absence de Charles-Alexis, qui est allé voir le film sur les expos. On a Michel Branchot qui nous dit: J'ai bien hâte à ce film-là, mais ça va surtout me rappeler à quel point je déteste Claude Brochu. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Pour moi, je suis entièrement d'accord, mais vas-y. Ben, c'est, tu sais, quand on rappelle le souvenir des expos, c'est aigre-doux parce que ça rappelle de bons souvenirs, autant ça en rappelle des mauvais. Des bons souvenirs des débuts jusqu'à l'épisode de Claude Brochu et ce qui en a suivi. Les mauvaises langues disent, ben, écoutez, il a préparé la vente des expos, puis c'est d'autres personnes qui l'ont concrétisé. Mais oui, c'est des mauvais souvenirs. Les gens détestent Claude Brochu. Moi, je te dirais que Claude Brochu me laisse assez indifférent. J'analyse la situation plus froidement. Là, je ne tombe pas trop dans le sentimental par rapport à ça. Mais il y a plusieurs façons de faire revivre les expos. Il y a Expo Fest, il y a Perry qui fait un travail incroyable. Il y a ce film-là qui a été créé. Moi, je pense que toutes les occasions sont bonnes pour reparler des expos. Exactement. Puis c'est vrai que des fois, c'est difficile de faire la part des choses entre les sentiments et les décisions peut-être plus affaires qui ont été prises. On ne connaît pas tous les détails. On en connaît beaucoup, mais on ne connaît pas nécessairement tout ce qui se passait en coulisses. Donc, c'est pas toujours facile, mais ça va être très plaisant à regarder une fois de plus. Bien Alors, hâte on de y voir va ça. avec. Oui, oui, oui. On va y aller avec l'actualité dans le baseball majeur. Puis pour débuter, je te propose un petit jeu. C'est sûr qu'on est encore très tôt dans la saison, mais il y a quand même des petites tendances qui se dessinent, puis peut-être des petites inquiétudes. Fait que je vais te nommer des équipes ou des joueurs, puis tu me dis s'il faut s'inquiéter avec ces éléments-là. Donc, si on D'accord. commence peut-être avec les Dodgers de Los Angeles qui, lors de leurs 4 dernières séries, en ont perdu 3. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter avec les Dodgers? Il est tôt pour s'inquiéter, selon moi. Toutes les pièces sont là pour avoir une bonne ou une excellente saison. Mais ça prouve que cette équipe-là n'est pas parfaite, évidemment. Ça prouve qu'il y a toujours place à amélioration. Puis ça prouve que la rotation des partants, c'est un gros, gros point d'interrogation. Ce n'est pas nécessairement en attaque, parce qu'en attaque, il va toujours avoir un ou deux joueurs qui vont prendre la relève, contrairement aux Blue Jays où c'est le calme plat, où c'est la panne sèche. À Los Angeles, évidemment, avec le talent qu'il y a sur place. Moi, je ne m'inquiéterais pas nécessairement, mais ça prouve que les Dodgers ne sont pas parfaits. Non, exactement. Tu sais, au début, durant la saison morte, il y a certains qui disaient qu'ils avaient acheté un championnat. On était allé chercher presque tous les joueurs qui étaient disponibles sur le marché. On n'avait pas de lacunes, mais on se rend compte qu'il y a quelques lacunes dans cette formation-là. Puis qu'il va falloir négocier avec ça. Mookie Betts à l'arrêt court, ce n'est pas l'idéal. Dans la rotation partante, on a des trous. Donc, ce n'est pas encore inquiétant, comme tu le mentionnes, mais il y a certaines choses qu'il va falloir adresser parce que cette division-là va être très féroce. Puis si on laisse aller quelques victoires qu'on devrait remporter, mais là, à la fin de la saison, ça pourrait faire mal. Ben, ça serait
Vraiment bizarre que les Dodgers se battent pour un poste de meilleur deuxième à la fin de la saison, effectivement. C'est ça. Personne ne s'attend à ça, mais ça peut arriver. Tout est possible dans le baseball majeur. Ça prend une mauvaise séquence, quelques blessures, puis on peut glisser rapidement. On a justement un Tout à fait. commentaire avec une autre formation. On vient de parler des Dodgers, mais est-ce que c'est inquiétant le début de saison des Twins du Minnesota? Moi, je dirais que c'est plus inquiétant que celui des Dodgers parce que les Twins, autant que les Dodgers, on les mettait favoris là, dans la division centrale, malgré que c'est une division où il peut y avoir plein de surprises. Puis on voit le début de saison des Royals, on voit le début de saison des Tigers qui peuvent être intéressants. Il y a les Guardians qui commencent à jouer comme les Guardians sont capables de le faire. Oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'on a mis beaucoup de pression sur les vétérans de l'équipe. On a intégré quelques recrues. On a une bonne rotation, là, quand même une bonne rotation. Je ne dirais pas une excellente, mais une bonne rotation de partants. On a des bons releveurs, mais on dirait que pour le moment, la chimie n'a pas de l'air de s'installer. Puis, Édouard Julien est bon, mais je veux dire, Édouard Julien ne peut pas faire gagner cette équipe-là à tous les jours, évidemment. Non, exactement. Puis tu as parlé des équipes justement qui ont un bon début de saison. Probablement que les Tigers, les Royals, ça ne durera pas toute la campagne. Par contre, les Guardians, s'ils continuent à jouer de cette façon-là, comme c'était le cas avec Terry Francona comme gérant, ils peuvent être dangereux. On a vraiment un beau petit club de balle. C'est pas spectaculaire. On fait bien les choses, on joue de la small ball, ça pourrait nous amener loin. C'est là que les Twins, il va falloir qu'ils comblent l'écart entre les deux parce que sinon, les Guardians pourraient prendre les devants puis ne jamais regarder derrière dans cette division-là qui, a priori, a l'air un peu plus faible, mais on a quand même des bonnes formations puis des jeunes formations également. Les deux formations qu'on vient de parler, Sébastien, autant les Dodgers que les Twins, au poste de gérant, puis les gens vont dire que je m'acharne sur Dave Roberts, mais avec l'équipe qu'il a, depuis plusieurs années, Roberts aurait dû avoir de meilleurs résultats en série, et ainsi de suite, mais Roberts prend toujours de drôles de décisions à de drôles de moments. Baldelli, on peut moins le mettre sous les projecteurs, mais n'empêche que est-ce que ça va être l'homme de la situation au Minnesota bien longtemps? J'ai comme l'impression que si les Twins ont une mauvaise saison cette année, son poste pourrait être en jeu. Oui, exactement, exactement. Ça fait plusieurs saisons qu'on dirait qu'on ne réussit pas à passer au prochain niveau, même si l'an dernier, on s'est rendu plus loin qu'à l'habitude. Mais ça va falloir avoir une progression pour qu'il conserve son poste très bien. Donc, on a parlé des équipes qui sont peut-être un peu inquiétantes, même si c'est encore très tôt. Maintenant, les joueurs. Si on parle du joueur par excellence de l'an dernier dans la Ligue nationale, Ronald Acuna Jr., qui vient tout juste de frapper son premier circuit de la saison. Est-ce qu'on doit s'inquiéter avec ses performances? C'est inquiétant. Encore là, ces joueurs-là du calibre de Ronald Acuna doivent avoir une stabilité dans le temps. On va dire d'un joueur, un marqueur au hockey, un marqueur de 30 buts, de 35 buts, il va fonctionner par séquence. Au baseball, si tu veux frapper pour 300, si tu veux avoir 45 coups de circuit, tu ne peux pas nécessairement fonctionner par séquence. On sait très bien que frapper pour 300 au baseball, c'est à peu près la chose la plus difficile à faire, mais tu ne peux pas faire comme Ronald Acuna fait actuellement puis avoir un petit peu plus de difficultés. Son premier coup de circuit de l'année, à ce temps-ci de l'année, c'est pas normal. Il va falloir que Ronald se réveille. Puis pour la direction des Braves, pour Brian Snitker, ça doit être quand même un petit peu inquiétant. Oui, c'est pas qu'il y a un mauvais début de saison, mais c'est pas le Ronald Acuna Jr. qu'on est habitué de voir. On dit qu'il a peut-être un peu changé son élan, qui serait plus porté vers le contact que la puissance, mais on a besoin de la puissance de Ronald Acuna Jr. quand même. Les Braves ont besoin de ce joueur-là qui est tellement complet, qui peut tout faire sur un terrain de baseball, mais il doit rester le Ronald Acuna Jr. qu'on a vu l'an dernier. Ben, il ne doit pas se dénaturer, il ne doit pas nécessairement. Il a un bon début de carrière. Pourquoi opter pour une situation plutôt qu'une autre quand tu es capable de faire les deux? Acuna est capable de frapper pour la puissance, est capable de frapper pour la moyenne. Donc, il n'aurait pas nécessairement à apporter d'ajustement à ce point-là. Exactement. Et parlant de puissance, le capitaine des Yankees, Aaron Judge, qui ne connaît pas tout à fait le début de saison qu'on se serait attendu, c'est plutôt Juan Soto qui prend les rênes de cette équipe-là. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter du début de saison du juge?
Ben, est-ce qu'il y a un changement de garde qui est en train de s'effectuer à New York? Il y a Giancarlo Stanton qui a un début de saison quand même intéressant. Je pense qu'il a 4 ou 5 coups de circuit. Frappe la balle avec régularité. Josh, je ne m'inquiéterais pas nécessairement. Moi, le point d'interrogation, est-ce qu'il y a de vieilles blessures qui ressortent dans son cas? Il a été blessé souvent quand même au cours des dernières saisons. Est-ce que c'est ça qui l'ennuie actuellement dans sa position, dans sa façon de frapper? C'est sûr que lui, c'est un talent brut incroyable aussi également. Là. Je pense qu'il va trouver les moyens de s'en sortir. Je ne serais pas nécessairement inquiet là, dans le cas de Josh, qui est quand même bien entouré. Puis pour le moment, ben, les Yankees vont bien parce que justement, il y a des joueurs qui prennent la relève, dont Juan Soto. Oui, exactement. C'est un bon point que tu amènes, les blessures, parce qu'il a dit lui-même, il allait devoir composer avec sa blessure au pied la douleur pour le restant de sa carrière. Donc, ça ne doit pas toujours être évident de mettre le poids sur son pied, d'avoir le même genre d'élan qu'il a toujours connu dans sa carrière. Donc, ça peut avoir un impact sur ses performances. Moi, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a beaucoup de misère contre les balles rapides présentement. Ce n'était pas son habitude. Souvent, elle allait sauter sur les balles rapides pour frapper la balle très loin. Présentement, ce n'est pas ce qu'il fait. Il est déjoué un peu par la balle rapide. Alors, est-ce qu'il est un peu en retard, peut-être à cause de son pied ou d'autres choses? On ne le sait pas, mais c'est vrai que après ma barre, il ne faut pas s'inquiéter avec un aussi bon joueur, mais il ne faudrait pas que ça perdure dans le temps trop longtemps non plus. Ben, effectivement, puis un joueur de sa stature, il a quand même un physique très, très, très imposant. C'est peut-être plus difficile d'apporter des petites corrections. S'il a à compenser pour une blessure quelconque, dont une blessure au pied, ben, pour un élan avec un joueur de sa stature, ce n'est pas nécessairement si évident que ça. Oui, oui, exactement. Donc, on passe d'un vétéran à un genou. Jackson Holliday, qui a fait son apparition dans le baseball majeur la semaine dernière. Par contre, dans la dernière semaine, ça ne s'est pas tout à fait passé comme lui l'aurait souhaité, comme les Orioles l'auraient souhaité. Présentement, il y a une moyenne de 0,40, donc c'est plus difficile. Est-ce qu'il faut s'inquiéter avec le jeune Jackson Holliday? Ben moi, je m'inquiète avec la décision des Orioles. Tu sais, c'est comme tu es en voiture, tu vois que la lumière est verte, elle va passer au jaune, puis là, tu te dis est-ce que je passe ou j'attends? Les Orioles ont hésité assurément parce qu'il a quand même connu un camp d'entraînement intéressant. Il a connu un début de saison incroyable dans le baseball 3A, mais c'est là que tu vois que la coche entre le baseball 3A et le baseball majeur, surtout au niveau des lanceurs, c'est quand même assez considérable. Les Orioles ont voulu le protéger en lui faisant débuter sa carrière dans les mineurs. C'était une décision qui était controversée. On peut penser que c'était quand même une bonne décision, puis on peut penser qu'eux autres avaient décelé peut-être certains éléments en disant il n'est peut-être pas encore prêt totalement pour débuter la saison. On le rappelle, on ne sait pas trop pour quelle raison nécessairement, et on voit ce que ça donne. On a voulu le protéger en le faisant frapper très bas dans le rôle offensif. Pour le moment, ça n'a pas fonctionné, mais encore là, c'est un très, très, très jeune joueur. Puis le piège qu'il faut éviter dans le camp des Orioles, c'est de jouer au yo-yo avec Jackson Holliday, c'est-à-dire est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le renvoie dans les mineurs, est-ce qu'on va le rappeler plus tard? Là, je pense que ça pourrait jouer beaucoup dans sa tête, puis c'est ça qui pourrait devenir un problème pour le développement de sa carrière. Oui, c'est vrai. Puis je plaide coupable. J'aurais voulu le voir avec les Orioles dès le début de la saison. Ça n'a pas été le cas. Là, il est là. Mais c'est pas toujours facile pour les jeunes joueurs d'arriver sur la grosse scène puis de performer. On l'a vu entre autres l'an dernier avec Anthony Volpe, avec les Yankees. On s'attendait à tellement de Volpe, mais ça a été très difficile. Mais là, cette année, on voit le vrai Volpe qui est en train de se développer. Alors, probablement que ça va être la même chose avec Jackson Holliday, qui a encore plus de talent que Volpe. La seule chose, c'est que Jackson Holliday doit rester Jackson Holliday. Il ne doit pas essayer d'avoir la carrière de son père, de devenir son père sur le terrain. Il doit rester lui-même, puis ça va bien aller. On n'a aucune inquiétude sur son talent et sur ses performances à venir. Absolument. Puis dans le cas de Volpe, comme dans le cas d'Holliday, ben, ils ont débuté leur carrière dans une bonne équipe, bien entourée avec des bons joueurs. C'est peut-être plus difficile à ce moment-là de percer parce que tu es quand même dans une équipe hyper compétitive. Oui, ça peut t'amener vers le haut, mais d'arriver recru dans une équipe qui est plus faible, ben, je pense que ça te met moins de pression. Ça te permet peut-être de te développer plus rapidement ou plus aisément. Mais on va voir avec le temps, mais ce gars-là a tellement de talent que ça va remonter à la surface là, assez rapidement. Exact. Il nous reste juste à attendre. On n'a pas d'autre chose à faire. On le sait que ça va venir. Exact. Oui. Juste avant de passer à notre
prochain point. Juste un petit message pour toi, Pascal. Michel Branchot, encore une fois, qui nous dit qu'il ferait un échange d'un contrat à Robert Schneider. Est-ce que tu le ferais, toi? Ben, c'est sûr qu'entre les deux, Roberts a beaucoup plus d'expérience dans les majors, mais moi, ce ne sera jamais mon préféré, peu importe pour quelle équipe il va être. Puis il sera à Toronto, puis je serai aussi critique, peut-être même plus. Mais je ne me prononcerai pas là-dessus. C'est bien, c'est bien. On voit toute la sagesse que tu possèdes. Très bonne réponse. Donc, tantôt, on a parlé des Braves d'Atlanta avec Ronald Acuna Jr., mais les Braves ont eu une très mauvaise nouvelle cette semaine, la perte de Spencer Strider pour le reste de la saison. Un autre lanceur qui tombe au combat. Donc, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact majeur sur la saison des Braves? Est-ce que tu penses que les Phillies pourraient même en profiter pour prendre les devants dans cette division-là? Qu'est-ce que Alex Antopoulos va faire aussi avec cette situation? Ben moi, c'est mon questionnement. Il va falloir qu'il sorte un lapin de son chapeau à la période des transactions ou un peu avant, mais tous les autres directeurs généraux vont l'attendre évidemment parce qu'il va être à la recherche d'un lanceur. Strider va être très, très difficile à remplacer, évidemment, parce qu'il a un style unique. Là. Encore là, un lanceur qui lance très fort, qui lance très vite. On a vu un peu ce qui se passe actuellement dans le baseball majeur. On peut comparer ça à la blessure à Shane Bieber à Cleveland. C'est un lanceur qui est peut-être un peu moins considéré comme un lanceur de puissance. N'empêche, c'est un lanceur qui a quand même beaucoup de manches là, derrière la cravate. La perte de Strider, c'est la première affaire quand je l'ai entendu. On avait jasé avec Charles Alexis cette journée-là et c'est exactement ce que je lui avais répondu. Les Phillies doivent en profiter. C'est leur occasion rêvée pour prendre le lead dans cette division-là. Puis, c'est arrêter de jouer dans l'ombre des Braves. Maintenant, les Braves ont beaucoup d'atouts. Ils sont allés chercher Chris Sale. Chris Sale, par contre, est très fragile, on le sait, blessé souvent au cours des dernières saisons. Donc, on ne peut pas se fier nécessairement sur Chris Sale pour prendre la place de Strider dans la rotation. Fait que, Alex Antopoulos, on le connaît, il est très bon, il est très efficace là, quand vient le temps de faire des transactions. Fait que devra trouver le bon joueur pour prendre la bonne position parce que les Braves ont des bonnes équipes depuis quelques années, puis ont toujours un petit peu plus de difficultés en série. Là, on ne parle même pas des séries encore, puis déjà, l'as de la rotation qui est parti pour la saison. Ça fait que ça fait mal à Atlanta. Là. Oui, ça fait très mal. Tu l'as dit, Chris Sale, très fragile, mais l'ensemble de cette rotation-là est souvent très fragile aussi. Donc, si on se met à perdre des éléments dans cette rotation partante-là, bien, ça va faire très mal parce que oui, on a un bon corps de lanceur présentement, mais tu enlèves un Strider, déjà là, tu enlèves la tête de cette rotation-là. S'il faut qu'il y en ait d'autres soldats qui tombent au combat, bien là, tu vas manquer de profondeur. Puis rendu en séries éliminatoires, oui, tu as besoin peut-être de moins de partants. Tu utilises ta relève plus tôt dans les matchs, mais tu vas quand même avoir besoin de lanceurs qui te donnent des manches. Donc, à long terme, ça pourrait faire très mal dès la saison régulière, mais surtout en saison. Puis les lanceurs qui sont là, on parle de Sale, on parle de Max Fried, on parle de Charlie Morton. Tu ne peux pas les upgrader nécessairement dans la rotation pour qu'ils jouent un rôle différent. Ces joueurs-là, avec Strider dans la rotation, ils étaient tous à la bonne place. Tu ne peux pas demander à un Morton d'être le numéro 2 de ta rotation, et ainsi de suite. Oui, c'est un bon lanceur, mais ce n'est pas un lanceur qui va dominer sur une saison complète. Donc, il y a du travail là, stratégique à faire là, pour sauver les dommages. Là. Ouais. Martin Saint-Louis dirait que les autres lanceurs peuvent prendre une autre chaise pour jouer la game dans la game. Dans la game. Mais ça c'est un autre dossier. C'est un autre dossier, effectivement. L'éternel optimiste. Oui, exactement. Et parlant d'autres dossiers, on a parlé des Twins tout à l'heure. Qui dit Twins dit Édouard Julien. Et le gérant Rocco Baldelli qui l'a même comparé à Chase Utley. Donc, c'est un bel honneur. Un bel hommage, c'est Jessica Lapinski qui rapportait ça dans le Journal de Québec. Donc, est-ce que tu penses qu'Édouard Julien pourrait avoir le même genre de carrière que Chase Utley qui était éligible au Temple de la Renommée pour la première année cette saison? Ben, moi, je pense que oui. Il a un très bon œil au bâton. Se débrouille très bien en défensive et cherche à s'améliorer en défensive. Il ne prend rien pour acquis. Lui, il ne se dit pas, moi, je suis dans les majeurs, puis je vais y rester parce que je suis bon.
Il est dans les majeurs, oui, parce qu'il est bon, mais parce qu'il travaille fort aussi, puis il continue de se développer. C'est une très belle comparaison pour lui, c'est très flatteur. Puis déjà, dès le début, en fait, la saison n'était pas commencée. Il avait connu un bon camp d'entraînement on disait de lui qu'il avait un potentiel pour gagner un championnat des frappeurs. Moi, je pense que oui. Je pense qu'Édouard Julien a ce talent-là. Édouard Julien peut faire peut-être aussi bien que Chase Utley, mais c'est sur 5 ans, 10 ans qu'on va voir peut-être jusqu'où le talent d'Édouard Julien peut se rendre. Son plafond, il est où? À ce moment-là, c'est difficile. Là, à ce moment-ci, c'est-à-dire c'est difficile de se prononcer. Mais de se faire comparer à Chase Utley, moi, je le prendrai à tous les jours. Là. Oui, effectivement. Puis la comparaison est pas mauvaise parce qu'au bâton, les deux joueurs sont quand même similaires, mais défensivement aussi. Chase Utley, au début de sa carrière, c'était très difficile en défensive, a travaillé très fort pour s'améliorer. Et c'est exactement ce qu'Édouard Julien est en train de faire. Il n'y a personne qui prend plus de roulants chez les Twins du Minnesota qu'Édouard Julien. Donc, il met l'épaule à la roue, il veut travailler, veut s'améliorer. Donc, ça risque de rapporter gros dans les prochaines années. De là, avoir la même carrière qu'Otley, on ne le sait pas, mais ça peut très bien arriver. Puis pour un joueur de deuxième but, qui est souvent dans l'ombre d'un joueur d'arrêt court, il faut que ces gens-là se complètent. Chase Utley a eu une belle carrière avec les Phillies, il se complétait bien avec Jimmy Rollins. Je pense que Carlos Correa, puis je sais qu'Édouard Julien écoute beaucoup les conseils de Carlos Correa, il peut grandir de cette façon-là. Puis la batterie de l'avant-champ au centre, deuxième but, arrêt court, souvent, un va compléter l'autre. Puis je pense que le fit avec Correa est bon. Comme le fit entre Utley et Rollins était excellent également. Fait que, oui, moi, j'entrevois la carrière d'Édouard Julien avec beaucoup d'optimisme. Oui, très bon point. Le baseball, c'est le plus individuel des sports d'équipe, mais ça reste un sport d'équipe. Donc, on a besoin de nos coéquipiers. Puis Édouard Julien a besoin de Carlos Correa, autant comme mentor que sur le terrain. Absolument. Donc, dernier petit point qu'on voulait glisser avant la période de questions. Donc, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre dans ce bloc-là dans quelques instants. Alors, gênez-vous pas, vous pouvez y aller dès maintenant. Mais on a parlé tantôt d'un jeune joueur, Jackson Holliday. En voici un autre, Jack Leiter, qui vient de faire son premier départ dans le baseball majeur cet après-midi, jeudi. Ça ne s'est pas bien passé. Mais je ne sais pas pour toi, mais ça ne nous rajeunit pas de voir Jack Leiter, le fils de Al Leiter, qui lançait avec les Marlins, les Mets de New York. Moi, c'est ma référence, mais même dans les années précédentes, a lancé avec d'autres formations du baseball majeur. Donc, c'est quand même rafraîchissant de voir un jeune, le fils d'un ancien joueur qui fait ses débuts lui aussi. Absolument. Son père était gaucher. Lui, je crois qu'il est droitier. Il y a eu un début difficile contre les Tigers de Détroit, mais c'est le métier qui rentre. Là. Puis les Rangers l'ont quand même emporté avec leur grosse attaque. Mais c'était un choix, un très haut choix là, des Rangers en 2021, je crois. Il a été de la grosse édition de Vanderbilt dans la NCAA, une équipe qui avait tout remporté cette année-là. Puis, écoute, quand tu viens d'une famille de lanceurs, parce que le frère de Al Leiter, Mark Leiter, a été aussi un joueur des majors, écoute, ça coule dans tes veines, c'est dans ton ADN. Puis, moi, je pense que malgré ce faux départ-là, Leiter risque d'avoir une belle carrière avec les Rangers. Puis il arrive dans une belle équipe. Il arrive avec un momentum. C'est quand même les champions de la Série mondiale. Puis il peut avoir un rôle à jouer là, dès cette saison, selon moi. Oui, il y a un rôle à jouer avec toutes les blessures qui se passent présentement au Texas. Puis, tu l'as mentionné, c'est vraiment une famille de baseball. Donc, on n'a pas vraiment d'inquiétude quant à son futur. On sait ce qu'il a fait dans les rangs collégiaux, universitaires. Tu parlais de Vanderbilt. Si je ne me trompe pas, c'était avec Anthony Volpe, entre autres. Donc, il y avait une équipe extraordinaire. Mais ces jeunes-là ont performé, puis ils vont continuer de le faire au niveau du baseball majeur. Donc, c'est maintenant le temps de passer à notre bloc sur vos questions. Alors, vous pouvez encore nous envoyer vos questions dans encore quelques minutes. On va y répondre. Et pour la première, on y va avec Stéphane Thibault qui nous dit « Se servir d'un Guerrero pour acquérir quelques bons joueurs, pourquoi pas? » Qu'est-ce que tu en penses, toi, Pascal?
Ça peut être une solution. Quand on considère que pas à la fin de la prochaine saison, mais en 2026, Guerrero sera libre comme l'air. On le sait là, depuis plusieurs mois avec l'histoire de l'arbitrage, on se dit, bon, ben, est-ce que les carottes sont cuites? Est-ce que la relation entre Guerrero et les Blue Jays là, a été malmenée au point que Guerrero voudra assurément signer en quelque part d'autre? Si c'est le cas, pourquoi ne pas l'échanger? Mais il faut voir, il faut calculer, il faut se dire qui a la plus grande valeur entre Guerrero et Bo Bichette sur le marché des transactions parce que les deux vont être autonomes au même moment, je crois. Ben moi, je serais encore un petit peu patient, malgré que Guerrero démontre pas beaucoup de points positifs cette saison, mais n'empêche qu'il a du talent. Encore là, lui aussi vient d'une famille de gagnants. Moi, je me laisserais encore du temps. On ne peut pas échanger Guerrero maintenant, mais je pense qu'on peut progresser pour voir comment ça va se passer dans son cas, comme dans le cas de Bichette. Puis c'est de calculer, de dire est-ce qu'on a le moyen de garder les deux? Si on n'a pas le moyen de garder les deux, ben lequel des deux on échange? Ouais, c'est pas une décision qui est évidente. On ne veut pas le perdre pour rien, mais si on pense qu'il peut jouer un rôle important dans la conquête d'une série mondiale, ben, on doit le garder. Présentement, ce n'est pas le cas. On est encore loin de remporter les grands honneurs. Donc, on va avoir des décisions crève-cœur à prendre. Est-ce que ça va être Ross Atkins qui va les prendre? Mais probablement que ça va dépendre du résultat de cette saison. Mais je pense que tout va se passer cette saison dans le sens que si les Blue Jays ne performent pas à la hauteur des attentes, l'an prochain, il va y avoir beaucoup de changements. Autant Ross Atkins, Mark Shapiro et probablement Vladimir Guerrero ou Bo Bichette selon qui va rester et qui va quitter. Donc, beaucoup de choses à venir dans l'univers des Blue Jays, mais présentement, ils doivent performer. Il reste encore beaucoup de temps, mais ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ajouterais John Schneider aussi dans l'équation. Oui, ça venait de soi. Je pense que ça va être le premier qui va sauter. Avant les autres. Oui, avant les autres. Ça va être le premier sacrifié, puis Oui, les autres probablement vont suivre, effectivement. absolument. Oui. Donc, Denis Labrie, que je salue, avec qui je joue à la balle molle, qui nous dit: Je ne connais pas tous les voltigeurs, mais Cedric Mullins pour les Orioles, déjà en liste pour le catch de l'année. Wow! En passant, Denis Labrie, qui est aussi un excellent voltigeur. Mais on a toute une équipe hein, à Baltimore, que ce soit Mullins, Ouais. mais on est tellement profond dans cette équipe, surtout chez les joueurs de position. C'est peut-être un petit peu plus difficile dans la rotation, mais pour les joueurs de position, là, on n'a aucun trou dans cet alignement-là. Puis, tu sais, je me réfère à la question de Denis par rapport au catch de Mullins que j'ai eu l'occasion de voir puis qui a fait les highlights, évidemment. Il y avait dans le temps, puis je pense que ça circule encore, les gens disaient si un voltigeur fait un aussi bon catch, c'est peut-être parce qu'il avait mal jugé la balle à l'origine. Fait que, tu sais, est-ce que Mullins est bon à ce point-là de dire, ben, je fais un catch comme ça parce que c'est facile ou, oups, j'avais peut-être mal jugé la balle puis je me rattrape en plongeant, peu importe. Mais redonnons à César ce qui appartient à César. Excellent catch. Oui, peut-être le catch de l'année au moment où on se parle. Il reste encore beaucoup de baseball. Il reste encore beaucoup de catch à venir. Mais je pense qu'il faut garder Mullins dans le moment là, pour être un éventuel top 3 ou top 5 des plus beaux catchs de la saison. Mais oui, Sébastien, pour revenir à ton point, les Orioles, c'est une belle machine de baseball. Ils n'ont pas beaucoup de trous en défensive, évidemment. Puis en attaque, ben écoute, quand on se permet de faire frapper Holiday au 9e rang, ben, on peut se permettre bien des choses. Oui, puis ils sont là encore pour plusieurs années. Donc, c'est vraiment un club qui est bien construit. Si on ajoute des bras dans la rotation, dans l'enclos de relève, là, ils vont être très durs à battre. Puis, tu sais, la direction et les propriétaires de l'équipe, quand tous ces jeunes joueurs-là vont passer à la caisse, oui, ils vont devoir sortir le chéquier, mais je pense qu'ils vont devoir sortir le chéquier avant pour bâtir autour des jeunes, pour aller chercher, comme tu le dis, des bons lanceurs partant d'expérience, si on veut performer année après année et avoir des chances de gagner la Série mondiale. Oui, exactement. Puis je pense qu'avec le propriétaire qu'on a présentement, il est prêt justement à Oui. dépenser. Donc, on risque d'avoir une grosse formation. L'Est de l'américaine, ça ne sera pas facile dans les prochaines années. Non. Si on revient à notre éternel John Schneider, qui pourrait le remplacer? Ben, on en a parlé dans le dernier podcast où j'étais avec vous deux. Il y a Don Mattingly qui est déjà sur le banc, qui est déjà en contact avec cette équipe-là, qui connaît les joueurs, qui connaît les rouages de l'organisation.
Tu as nommé Skip Schumaker qui pourrait quitter Miami. Il y en a des candidats intéressants. Il y a Bud Black au Colorado qui malheureusement est un bon coach, un bon gérant dans une mauvaise équipe. Comment il pourrait tirer son épingle du jeu dans une meilleure équipe? Les candidats sont nombreux. Peut-être qu'il y a des candidats qui vont venir de nulle part, du champ gauche, mais pour le moment, c'est les noms qu'on fait circuler entre nous. Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord. Puis il y a Stéphane Thibault aussi qui nous dit on a beau ne pas aimer Schneider, mais avec l'alignement qu'on a, est-ce qu'un nouveau coach peut apporter de différent avec le même alignement? Ben, moi, je poserais la question à Lou Lamoriello quand il est allé chercher Patrick Roy. Qu'est-ce que tu veux provoquer quand tu fais un changement d'entraîneur? Tu veux provoquer l'intercelle? Tu veux rallier les joueurs autour d'une cause? Tu dis, oui, le gérant prend peut-être pas toujours les meilleures décisions, mais est-ce que les joueurs veulent jouer pour ce gérant-là? Est-ce que le gérant n'a pas une aussi bonne formation qu'il le souhaiterait? Tous les gérants voudraient avoir l'alignement des Dodgers ou l'alignement des Braves. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas martyriser John Schneider non plus. Il ne faut pas qu'il devienne la tête de Turc pour les X prochaines années. Mais n'empêche qu'un changement d'entraîneur, souvent, ben, ça l'amène un déclic qui peut devenir intéressant. Ça peut arriver qu'on se trompe, mais c'est rare là, qu'un changement d'entraîneur, l'équipe reste au même niveau ou régresse. Il y a toujours une petite ou une grosse progression qui se passe. Oui, puis j'ajouterais que si on amène un entraîneur d'expérience comme un Don Mattingly ou un Bruce Bochy, ça a été fait au Texas, ben ce genre d'entraîneur-là va prendre des décisions. Dans le cas de John Schneider, on dirait qu'il est un peu la marionnette du département d'analytique, mais les gérants d'expérience, ils vont gérer justement avec leur expérience, leurs feelings, ce qu'ils ont vécu par le passé. Puis souvent, ça donne de bons résultats. Donc, c'est peut-être là qu'il pourrait avoir une différence dans la gérance des Blue Jays, puis ça pourrait rapporter de très bons résultats. Ben, tu as nommé des gérants d'expérience. J'ajouterais même pourquoi les Angels ont donné les rênes de l'équipe à Ron Washington, qui est un gérant d'expérience qui était un peu invisible au cours des dernières années. Les Angels, oui, ne vont nulle part, malgré qu'ils ont un début de saison quand même, somme toute intéressant. Mais Ron Washington connaît le tabac, il connaît le baseball, il connaît les rouages, puis il est capable de faire une différence. Puis lui, ça me surprendrait qu'il soit la marionnette de quelqu'un. Non, je ne penserais pas, non. Puis ça va quand même assez bien, surprenamment, avec les Angels Oui. présentement. Donc, je pense qu'il y a une portion de ces succès-là qui appartiennent à Ron Washington, sans aucun doute. Si on avait amené un gérant sans expérience ou plus jeune, je n'ai pas l'impression qu'on aurait les mêmes résultats sur le terrain. Puis, le message qu'on lance à Mike Trout, oui, on ne l'a pas entouré de bons joueurs comme il le souhaitait. On n'a pas signé Ohtani pour demeurer avec lui. Mais juste le fait d'aller chercher Washington, je pense que pour Trout, c'est quand même un message intéressant de dire on est allé chercher un gérant d'expérience sur qui tu peux t'appuyer. Et vice-versa, Washington peut s'appuyer sur Trout aussi. Puis pour le moment, ben, ça se passe quand même bien. Oui, exactement. Donc, le temps file. On va y aller avec une dernière question. Est-ce possible que Alex Cora ne re-signe pas avec Boston et qu'il soit avec les Dodgers l'an prochain pour remplacer ton préféré? Ben, oui, c'est possible. Puis là, je comprends que Roberts, lui, viendra à Toronto pour remplacer Schneider, c'est ça? Schneider irait à Boston. Oui, ben, c'est comme dans la Ligue nationale, la clique qui a perduré pendant plusieurs années où un coach perdait sa job et il se retrouvait quelques semaines plus tard ailleurs. Au baseball, c'est peut-être moins ça, mais quand même, c'est souvent les mêmes noms qui reviennent. Là. C'est comme un jeu d'échecs qui se passe. Cora, c'est sûr qu'il est identifié beaucoup, beaucoup, beaucoup aux Red Sox. Ça serait surprenant là, de le voir quitter, mais si, effectivement, s'il advenait qu'il quitte les Red Sox, ben, les Dodgers pourraient être une destination intéressante pour lui. Oui, surtout que si on n'a pas les succès attendus à Los Angeles, Dave Roberts risque de sauter. Puis d'amener un gérant d'expérience comme Alex Cora qui a gagné, qui sait ce que ça prend. Oui, Dave Roberts l'a fait, mais dans une saison un peu spéciale. C'est peut-être ça qui manque aux Dodgers aussi. Donc, ça serait un bon choix, un bon fit. Est-ce que ça va arriver? Ben là, il nous reste encore du temps. Je ne pense pas que ça va arriver tout de suite, ni en cours de saison non plus. Non, je ne penserais pas. Non, exactement.
Alors, merci à tous pour vos questions. Merci d'avoir été là comme à chaque semaine. Vous êtes nombreux. C'est vraiment plaisant de vous y voir à chaque semaine. Merci encore une fois, Pascal. C'est toujours un plaisir de jaser de balle avec toi. Tu C'est reviens quand réciproque. tu veux. Merci, Sébastien. Merci pour l'invitation. Donc, c'est tout pour nous. Vous pouvez nous suivre partout sur les plateformes où vous nous suivez présentement en direct, donc Facebook, YouTube et Twitter X. Mais vous pouvez aussi nous réécouter par la suite sur toutes vos applications, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. Donc, on est un peu partout. Et bien sûr, sur notre site Internet Passion MLB, vous pouvez lire nos articles. On en publie plusieurs par jour. On se colle à l'actualité du baseball majeur. Donc, si vous voulez tout savoir sur la MLB, on est là pour vous. Alors, à la semaine prochaine. Portez-vous bien.